صباح الخير الناس الكل ومرحبا بكم، سعداء بلقائكم مجددا على هذه المنصة ACN. Au nom de ACN نقدم روحي مروان تايب المدير التجاري directeur commercial de ACN. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire ACN qualité de l'eau. Ce webinaire qualité d'eau, il est dans la série lancée par ACN autour de la thématique comment réussir l'élevage avicole. Après avoir exploré en premier temps la qualité de poussin et la qualité d'aliments, aujourd'hui, on va s'intéresser à la qualité d'eau en élevage avicole. Juste avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler des bonnes règles de déroulement du webinaire. Donc, la première règle, prière de désactiver la caméra et le micro pendant les présentations. Deuxièmement, n'hésitez pas à poser vos questions à la fenêtre de chat à droite sur vos écrans. Troisièmement, une session questions-réponses et un temps alloué à cette session. À la fin des présentations, vous pouvez activer vos micros et poser vos questions à nos experts. Donc, dans quel cadre s'inscrit cette initiative de ACN? Le lancement de cette série de webinaires a pour objectif de créer de la valeur ajoutée à travers de l'échange et le partage d'expertise locale et internationale mis à la disposition de nos partenaires. Cette série de webinaires, elle est autour de concepts de base, réussir l'élevage avicole. Comment on va y arriver? C'est à travers une série webinaire et aujourd'hui, on arrive à la troisième session après la qualité de poussin, qualité d'aliments. Aujourd'hui, c'est la troisième autour de qualité d'eau. La fréquence et la durée de chaque session. Pour savoir ces sessions, les webinaires ils sont sur la plateforme Microsoft Teams et à chaque fois des emailings et des annonces sur nos réseaux sociaux à travers la page Facebook ACN et la page LinkedIn ACN Alimentation Animale pour vous annoncer les prochaines sessions. Faire partir de ces webinaires, c'est bénéficier de l'expertise locale à travers des experts partenaires à ACN, principalement le groupe Rose Blanche, les experts et nos partenaires de MJ2Mix, Elanco, Novus et Addicio. Aujourd'hui, on sera honoré d'avoir les experts de MJ2Mix et Elanco parmi nous, ainsi que de la Rose Blanche. Nos séries de webinaires au service de nos partenaires, comme je viens de l'annoncer, il y a deux sessions qui ont déjà ont été animées, qualité de poussin et qualité d'aliments. Aujourd'hui, on va s'intéresser en tant qu'engagement de fournisseur à la qualité d'eau. Et par la suite, on va passer à la responsabilité d'éleveur à travers la conduite de démarrage et la conduite d'élevage. Notre session d'aujourd'hui, réussir l'élevage avicole, pour le module qualité d'eau, et sur la première partie, l'importance de l'abreuvement dans les élevages avicoles, j'ai l'immense plaisir d'introduire nos experts, M. Glenn Panager, ingénieur volaille de MJ2Mix, et M. Denis Chevalier, le chef de produit volaille MJ2Mix, pour animer cette première partie. Bonjour Denis, bonjour Glenn. Bonjour. Hop là, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup Marwan pour cette introduction. Donc effectivement, aujourd'hui, on se réunit tous pour parler qualité d'eau et je remercie déjà l'ACN de l'organisation de ce webinaire. Comme c'est effectivement le troisième et c'est à chaque fois un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc aujourd'hui, nous on va parler de la qualité de l'eau. Donc moi je suis Glenn de la société MG2Mix et je vous parle là de France à côté de Rennes en Bretagne. Donc il y a trois questions qu'on va se poser aujourd'hui dans cette première partie pour s'interroger sur l'importance de l'eau en élevage. La première, c'est de se dire finalement pour quelles raisons
l'eau d'abreuvement est aussi importante dans les élevages avicoles. La deuxième question, ça va être de se pencher sur le fait que l'eau représente un levier d'action pour réussir techniquement les lots de volailles, de poulets ou d'indes notamment. Et une troisième question sur l'importance du relevé de la consommation en eau. Pourquoi le fait de relever cette consommation en eau représente un indicateur qui est essentiel pour bien manager le lot de volailles, les lots de volailles. Donc on va passer à la première question. Donc pour quelle raison l'eau d'abreuvement est-elle aussi importante? Alors l'idée là, c'est pas de faire de la théorie fondamentale, c'est juste de bien prendre conscience de pourquoi l'eau est aussi importante. Parce que bien souvent, on parle de l'aliment, on en a déjà parlé d'ailleurs à l'occasion d'un précédent webinaire, et les éleveurs ont en tête l'importance de l'aliment, la couleur, la forme, la miette, le granulé. Mais des fois, on oublie de parler de l'eau, qui est tout aussi important que l'aliment. Alors là, j'ai illustré cette première partie sur le fait que l'eau corresponde au premier aliment des volailles. C'est le premier aliment des organismes vivants. Et j'ai retrouvé cette citation de l'ITAVI. Donc certains peut-être connaissent, c'est l'Institut technique avicole en France qui fait en fait des enquêtes ou des études sur les pratiques d'élevage. Et l'ITAVI indiquait que la présence de germes pathogènes dans l'eau de boisson, dans l'eau d'abreuvement, représente un risque d'affaiblissement de la santé des volailles et de réduction des performances. Et j'ai remis cette citation parce que je trouve ça intéressant et nos amis d'Elanco de la Rose Blanche après, dans les présentations suivantes, reparleront de ces aspects-là, mais il y a bien quelque chose sur la santé des animaux et aussi sur la performance zootechnique. Pour compléter cette introduction, j'ai ajouté là ce que l'on retrouve dans les guides d'élevage, que ce soit les souches Ross, Ross 308 par exemple, ou les Cobb, Cobb 500. Les sélectionneurs parlent de l'importance de l'eau. Aviagène cite cette phrase en disant que l'eau de boisson doit être propre, non contaminée et disponible pendant toute la durée de production. Donc c'est une définition assez standard. Et je trouve que Cobb a une manière de définir très intéressante, puisque Cobb dit « l'eau fournie aux oiseaux devrait être propre à la consommation humaine ». Et pour aller quand même de temps en temps en élevage avec l'équipe ACN, je ne suis pas sûr que tous les éleveurs, et moi le premier d'ailleurs, seraient prêts à boire l'eau qui sort des pipettes ou des plaçons dans tous les élevages. Alors certains, oui, aucun souci, mais dans d'autres circonstances, que ce soit d'ailleurs en Tunisie ou en France, c'est pareil, dans tous les élevages du monde, à mon avis, toutes les eaux ne sont pas forcément si faciles à consommer par l'humain. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Donc là, je vous ai réindiqué également quelques articles que je trouve intéressant, et c'est surtout pour se rendre compte qu'il y en a un qui date de 2020 à gauche, un autre qui date de 2015, et puis le dernier de 2016 en bas. Finalement, on parle depuis très longtemps et tout le temps, et c'est toujours un sujet d'actualité. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très bien de se réunir aujourd'hui pour en parler. C'est un sujet d'actualité, et la presse technique, Réussir Aviculture, Filière Avicole ou d'autres journaux en parlent régulièrement de comment améliorer la qualité de ces lots de volailles avec l'eau de boisson. Alors, rapidement, mais quand même, on ne pouvait pas ne pas repréciser ces aspects-là, de bien rappeler que l'eau est tellement importante parce que déjà, c'est ce qui constitue 85% de la composition du poussin. Donc 85% du poids corporel du poussin correspond à l'eau. Et ce qui est très important, c'est de se rappeler que le poussin consomme 50% de son poids en eau le premier jour. Donc la part de l'eau, elle est cruciale dans l'organisme vivant dès le départ. Donc certains font des comparaisons avec le monde du ruminant, qui est pour moi un monde un peu plus étranger que la volaille, en disant que l'eau finalement, c'est ce qui va contribuer au métabolisme. Donc c'est tout aussi important que le colostrum dont on peut parler pour les mammifères et le monde du ruminant. Bon, c'est un parallèle. Mais en tout cas, l'eau est important. C'est le premier aliment consommé par nos poussins. Et alors, au fur et à mesure de l'élevage, l'eau reste très importante, puisque, là je me réfère au bas de cette diapo, sur un poulet de 35 jours, à environ 2,2 kg, l'eau représente plus d'1,3 kg
de composition corporelle. Donc ça représente plus de 60%, même sur un animal adulte. Donc là aussi, un autre argument pour dire que c'est extrêmement important dès le départ, mais tout au long de la vie de l'animal. Et alors l'eau est importante pour renouveler, en fait, l'eau d'abreuvement est importante pour renouveler l'eau que l'organisme contient. Et alors ça va être crucial pour le transport des gaz, l'oxygène, le CO2, le transport des nutriments, le transport des hormones. Bien sûr que tout ce métabolisme va engendrer des déchets, donc il faut les éliminer par les voies rénales, par exemple. Et l'eau assure l'équilibre entre les cellules de l'organisme, les différents organes. Donc, il y a cette régulation, on appelle ça l'homéostasie cellulaire, mais sans rentrer dans le détail, c'est important que nos différents compartiments, les cellules, les organes, les tissus, soient nourris et renouvelés par l'eau d'abreuvement. J'ai remis ce schéma de dinde qui vient donc d'un travail d'Aviagène pour expliquer également que l'eau était importante à tous les niveaux du tractus digestif, à tous les niveaux de la physiologie digestive, que ce soit pour la consommation alimentaire, c'est bien sûr avec le bec que l'animal va s'abreuver, et donc là, il y a déjà quelque chose d'important au niveau de l'odeur de l'eau, de la température de l'eau, il faut que l'animal consomme l'eau. L'eau, elle sert aussi à renouveler le mucus, les sécrétions salivaires dès la partie supérieure des voies digestives. Et après, l'eau, elle reste importante tout le temps. Le jabot, pour faire passer le bol alimentaire, pour aider à digérer l'aliment, puis le gésier, l'intestin, et même les sécas, tout au bout du tractus, puisque là, au niveau des sécas, on a une forte réabsorption de l'eau pour réguler cette physiologie. Donc, extrêmement important de se rappeler que l'eau, elle est importante à tous les niveaux des segments digestifs. Alors, pour continuer cette petite introduction, l'eau, elle doit être potable, comme disait Cobb d'ailleurs, hein, mais ça, on est tous d'accord, et nos amis d'Elanco vont le préciser hein, dans la suite de que ce soit Mehdi ou Anis, hein, dans la suite de la présentation. Mais juste pour faire ce petit rappel, de dire que le fait d'être potable, ça concerne les qualités bactériologiques, donc les pathogènes, les qualités physico-chimiques et également les qualités organoleptiques, le goût, l'odeur. Il faut que ça plaise à nos animaux. Et là, j'ai juste mis deux petites photos, mais je ne rentrerai pas dans le détail puisque les parties suivantes vont aborder ces aspects de manière très intéressante. C'est que de temps en temps en élevage, on voit que les choses ont l'air de plutôt bien se passer, c'est plutôt propre. On a une cuve de rétention d'eau, de stockage. Mais des fois, en allant creuser un petit peu plus loin, on peut s'apercevoir que l'origine du forage ou l'origine de la source, elle est un petit peu moins adaptée. Et des fois, on a des surprises et on comprend mieux pourquoi on a des problèmes en élevage de santé ou de performance. Donc ça, c'était pour la première petite partie. On va maintenant aborder la deuxième question pour se pencher sur la manière dont l'eau peut représenter un levier d'action pour vos réussites techniques. Parce que l'idée de ces séminaires-là, c'est vraiment de vous donner des outils de compréhension pour améliorer ou travailler les niveaux de performance. Donc l'eau, c'est bien d'avoir en tête que c'est un paramètre important, mais il faut aussi s'en servir pour aller chercher et améliorer toujours un petit peu plus ses performances. Et donc, notamment, la première étape, c'est de bien vérifier l'accès à l'eau dès les premiers jours. Dès les premiers jours, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que l'eau représentait quasiment 85% de la composition de nos poussins. Donc il faut qu'ils renouvellent cette eau dès les premiers jours. Donc il faut être vigilant au matériel de démarrage, en quantité, donc avoir une quantité suffisante. La répartition de ce matériel, là c'est un lot de dinde hein, qui est démarré en démarrage localisé. Donc il faut une répartition, une accessibilité et un objectif important, d'avoir moins d'1 mètre de marche pour les animaux entre l'aliment et l'eau. Donc il faut que ce soit facile et accessible entre les différents dindonaux d'un jour, là par exemple. Et bien veiller à ne pas exposer l'eau à des températures trop importantes, donc ne pas placer évidemment les abreuvoirs juste sous les radiants pour maintenir cette appétence.
Tout au long du lot, il faut veiller à entretenir son système d'abreuvement, que ce soit des systèmes très automatisés, avec des lignes de pipettes, parce qu'on aura à parler plus tard là, de biofilms, donc notamment des lignes de pipettes, ou que ce soit encore des méthodes plus manuelles, des systèmes manuels, comme là, avec encore une fois un démarrage localisé, avec des abreuvoirs remplis à la main. Dans les deux cas, il faut avoir en tête qu'il faut renouveler l'eau, éviter l'eau stagnante. Et ça va vous aider à améliorer les performances techniques. Et quand on parle de renouvellement de l'eau, j'ai mis ici un extrait d'une étude, et je vais prendre juste 30 secondes pour vraiment expliquer cette étude. C'est une étude MG2Mix qui a été menée en 2018 dans des élevages en France pour comprendre les facteurs de risque impliqués dans les cas d'Enterococcus secorum. Alors, Enterococcus secorum, entérocoque, c'est une bactérie qui va provoquer des paralysies chez les oiseaux. Et vous allez voir au niveau de poulets, une fois que le poids du poulet augmente, des animaux boiteux, des animaux paralysés, qui vont avoir comme ça les pattes un peu en avant. Et donc, l'objectif de l'enquête, c'était pas du tout de travailler la santé animale. Nous, on est zootechniciens, nutritionnistes, hein, on n'est pas vétérinaires, mais c'était bien d'étudier les pratiques d'élevage qui pouvaient représenter un risque. Donc, il y avait certains éleveurs qui étaient à risque élevé en rouge et des éleveurs qui étaient à risque faible en vert. Et on a posé plein de questions. Il y a une des questions qui s'intéressait aux purges d'eau. La fréquence des purges dans les lignes d'abreuvement. Et on s'est aperçu que parmi les éleveurs à risque faible, en vert ici, il y avait beaucoup plus d'éleveurs qui faisaient des purges régulières que dans la catégorie des éleveurs à risque élevé. Donc ça veut dire que quand on fait des purges d'eau régulières, eh ben, on diminue le risque d'avoir certains problèmes liés à des pathogènes, comme entérocoque. Donc l'importance des purges, c'est pour renouveler l'eau, c'est à la fois de rincer les canalisations et c'est d'apporter de l'eau fraîche pour augmenter l'appétence. Et ici, vous avez une photo en caméra thermique. Donc vous avez les volailles en jaune, elles sont chaudes. Vous avez les systèmes de chauffage là, en jaune, donc c'est chaud. Et là, en bleu foncé, vous avez l'eau. Et plus c'est bleu, plus c'est froid. Et donc là, c'est aussi un moyen de vérifier que l'eau, elle doit, alors pas être trop froide, évidemment, il faut éviter les excès, mais il faut qu'elle soit renouvelée, elle soit fraîche pour être appétante et aussi rincer nos canalisations. Donc ça, extrêmement important, le renouvellement de l'eau dans les lignes d'abreuvement, que ce soit poisson, enfin cloche ou pipette. Là, je vais faire rapide sur cette partie parce que ce sera réévoqué par la suite. L'importance de regarder ce qui se passe dans nos eaux de boisson, c'est que des fois, on n'a pas forcément l'occasion de voir ce genre de photos. Là, c'est une photo d'un biofilm qui s'est déposé, qui encrasse les lignes d'eau. Alors, il faut faire les analyses, évidemment, pour chercher les bactéries qui sont contenues dans notre eau, pour voir un petit peu si on est OK ou pas en termes de qualité de l'eau, et donc voir si c'est conforme ou non d'un point de vue bactériologique. Donc ça, je laisserai parce que ce sera réévoqué dans la suite. Mais là où je voulais apporter une précision, c'était que dans le cadre de la gestion des entérites non spécifiques, des fois on a des diarrhées, on a des animaux qui digèrent mal, qui assimilent mal. Il y a une étude très intéressante qui a été menée et qui a établi des corrélations statistiques, donc c'est quelque chose vraiment de précis, entre le dépôt qui constitue le biofilm dans les canalisations et des litières humides, donc des litières dégradées, des inflammations digestives chez les animaux. Donc il y a bien une relation entre tout ça. Et ils ont établi également une autre relation entre la présence de streptocoques fécaux dans l'eau, donc ça c'est un indicateur de la faible qualité bactériologique de l'eau, et des inflammations digestives. Donc ça, je vous ai mis l'extrait là. Pour ceux qui voudront avoir le lien, je pourrais vous le renvoyer. C'est très intéressant. Il y a bien une relation entre la qualité de notre eau de boisson et les performances et la santé digestive en termes d'entérite. Et alors là, j'ai remis très rapidement cette idée de se dire que la santé digestive, avec la notion d'entérite non spécifique, bah, ça va conditionner beaucoup de choses en élevage. Ça va conditionner vos GMQ, vos indices de consommation, parce que les nutriments vont être moins bien assimilés. La litière va être de moins bonne qualité. Là, j'ai pris une photo qui avait été prise en Tunisie avec vous sur une litière qui était un petit peu grasse. Ça va diminuer le confort de nos animaux. Et le lot, généralement, il se comporte de manière
moins bonnes, les animaux sont moins homogènes, les animaux sont moins performants. Donc tout ça est en lien, il faut être très très vigilant à ces aspects-là. Là, juste comme rappel, on parle de la qualité de l'eau, donc ce qui compose l'eau. Il ne faut pas oublier aussi de parler de la qualité des systèmes de distribution de l'eau. Donc bien penser à vérifier la hauteur de nos lignes d'eau de pipette. Parfois elles sont trop basses, parfois elles sont trop hautes. Donc toujours vérifier pour que ce soit accessible et éviter le gaspillage, parce que des fois, uniquement avec un mauvais réglage, on peut créer des litières humides parce que l'animal va gaspiller. Et donc on va dégrader les conditions d'élevage, pas tant pour la qualité de l'eau, mais juste pour la qualité du management des lignes d'eau, du matériel. Donc attention aussi au matériel. Et je vais enfin finir cette partie-là pour laisser la parole à mes collègues en précisant quelque chose sur l'importance du relevé de la consommation en eau. Pourquoi c'est important de relever nos consommations d'eau par les animaux dans les bâtiments d'élevage, que ce soit du poulet ou de la dinde. J'ai repris cette photo. C'est une photo d'un cahier d'élevage en France, un élevage de canards. Alors le canard, c'est pas tout à fait une espèce qu'on va beaucoup retrouver en Tunisie, j'en ai conscience, mais je trouvais que c'était sympathique d'illustrer avec cette photo, parce qu'en l'occurrence, c'est un éleveur qui note tout. Il note les consommations d'eau de chaque jour de son bâtiment de volaille. Il note les températures maxi, les températures mini, le taux d'humidité. Il note même la météo qu'il fait dehors pour savoir s'il faisait très chaud ou pas. Donc là, j'ai mis les paroles s'envolent, les écrits restent, parce que quand on note tout, quand on relève les choses, quand le technicien, quand le vétérinaire vient voir le bâtiment, vient voir le lot de volailles, les conseils qu'il pourra vous apporter seront plus précis, seront plus pertinents quand il y a de la donnée. Et la donnée, dans nos métiers aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de nos systèmes. On a besoin de données. Donc quand on relève comme ça la consommation d'eau chaque jour, il suffit juste de relever le compteur et de noter la consommation en litres du bâtiment. C'est très très important. Alors c'est tellement important que c'est un indicateur, cette consommation d'eau, de l'état général du lot, et c'est un apport d'information pour se poser des questions. Est-ce qu'on est face à une situation de sous-consommation? Est-ce qu'on est face à une situation de surconsommation? Et si on voit un petit peu les choses, on peut faire des hypothèses. Peut-être que nos réglages ne sont pas tout à fait adaptés. Peut-être que l'eau n'est pas très appétante. Peut-être qu'on a vu une baisse de l'aliment. S'il y a une surconsommation, c'est peut-être lié à une température, à une entérite, à du gaspillage. Mais au moins, ça permet de poser les choses et de mettre en place des hypothèses. Alors là, c'était juste pour faire un rappel sur tous les facteurs qui peuvent influencer cette consommation d'eau. Bien sûr, il y a l'espèce, parce que le ratio eau-aliment ne va pas être le même pour des dindes que pour des poulets. Bien sûr, il y a le stade physiologique, il y a le matériel, l'accessibilité à l'eau, le réglage des lignes d'eau, des abreuvoirs, l'aliment, la composition de l'aliment peut influencer la consommation d'eau, la santé digestive notamment, qu'on peut évaluer avec la qualité des fientes, la température, qui ne dépend pas que des radiants, qui peut dépendre aussi des conditions météo, l'été, les phases de printemps, d'automne, et la lumière, les programmes lumineux, plus généralement l'activité des animaux, qui peut conditionner cette partie-là. Donc là, je vais faire rapide. Évidemment que la température peut influencer la consommation d'eau. Les volailles régulent leur température en augmentant leur fréquence respiratoire, vous le savez, donc ça va éliminer de l'eau. Il faut qu'elle renouvelle cette eau, plus la température monte. Et le petit tableau que vous avez ici, c'est pour parler des poules pondeuses. Vous avez ici l'évolution de la température, et quand la température augmente, on a l'augmentation de la consommation d'eau, forcément, qui va avec, c'est corrélé. Et le ratio eau-aliment augmente également. Et cette augmentation du ratio, elle s'explique parce que, d'une part, les animaux boivent plus d'eau, donc ça augmente, mais en plus, en même temps, ils baissent leur consommation d'aliments. Parce que du coup, le fait de manger, ça dégage de la chaleur, et donc pour réguler leur température, ils vont baisser la prise alimentaire, comme vous le savez bien, gérer le stress thermique, les coups de chaleur. Donc le ratio, il va augmenter quand l'animal est en stress thermique. Donc déjà, c'est une première preuve d'un effet de l'environnement. Et un deuxième avec lequel je vais terminer ma présentation, c'est un changement ou une transition qui peut avoir un impact sur la consommation d'eau. Notamment,
des stress qui peuvent arriver par l'abreuvement, par des changements de l'abreuvement ou par des changements de l'alimentation. Et en effet, il y a une forte relation entre la consommation d'aliments et la consommation d'eau, comme je viens de dire, d'où l'intérêt de suivre le ratio eau-aliment. C'est le rapport, la quantité d'eau sur la quantité d'aliments. Et ce rapport-là, il est très important à suivre parce qu'il doit rester stable. Et dès qu'il augmente ou dès qu'il diminue, ça veut dire quelque chose. Ça traduit un inconfort, un mal-être ou une adaptation. Donc des fois, on rajoute des produits dans l'eau. Là, c'était une photo de Tunisie, ça, avec un ouvrier qui est sur le toit, qui rajoute un produit dans l'eau de boisson. Donc là, ça peut avoir un effet, hein, c'était juste pour illustrer. Quand on change d'aliment, bah, des fois on peut passer d'un aliment, d'une miette à un granulé. Des fois, c'est plus ou moins fin. Ça peut avoir un impact. La protéine de l'aliment qui contenue dans l'aliment peut avoir un impact selon le niveau. Et éventuellement les électrolytes. Quand on parle d'électrolytes, on parle beaucoup du sodium. Nous, quand on mange des gâteaux salés, on a tendance à augmenter notre consommation d'eau. Et c'est exactement pareil pour les volailles. Et alors, pour vraiment finir, c'était un exemple. Ici, vous avez, c'est dans un élevage en France de dindes futures repros. Donc, c'est des bâtiments où les mâles sont élevés séparés des femelles. Après, il y aura de l'insémination artificielle, hein, pour faire de la reproduction de dindes. Et donc là, l'éleveuse, elle relève tout, la date, la consommation des femelles, la consommation des mâles. Et donc chaque jour, elle ajoute une ligne en suivant cette consommation. Et ici, les mâles, alors voilà, étaient à peu près, le bâtiment des mâles consommait 600 litres par jour. Donc ça fait à peu près 1 litre par sujet, par individu. Et ces mâles-là, ils ont 26 semaines à cet âge-là, peu importe. Donc il y avait cette quantité-là qui était une quantité en routine. Et brutalement, cette quantité-là, au lieu d'avoir 600 litres par jour, elle a relevé plus que 300 litres par jour. Donc divisé par 2. Donc chaque oiseau, chaque dindon, ne buvait plus que 500 millilitres. Brutalement, vous voyez, en l'espace de 2-3 jours, on passe de 1000 à 500. Les valeurs ne sont pas importantes, mais ce qui est important, c'est que là, il se passe forcément quelque chose. Et quand on relève comme ça le niveau de consommation d'eau, ça interroge. On se pose une question, qu'est-ce qui a pu se passer? Donc MG2Mix, dans les équipes, là, on avait été dans cet élevage-là pour aider à comprendre. Et on avait regardé un petit peu, donc là j'ai repris un graphique avec les différentes semaines d'élevage, hein, c'est des animaux qui sont élevés sur la durée, donc 18, 19, 20, 21, voilà. Et on voit, il y a des fluctuations, mais globalement, on était sur un niveau entre 800 et 1000 millilitres par sujet pendant pas mal de semaines. Et brutalement, on a une chute en semaine 25, en semaine 26. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en faisant un peu d'analyse, on s'est aperçu qu'il y avait eu un changement de formule. Ils avaient changé de formule d'aliment, c'était plus la même. Et qu'au même moment, l'éleveuse a fait des supplémentations dans l'eau, en ajoutant ce qui se fait, hein, des fois, des vitamines, des hépatoprotecteurs, voilà. Et le fait d'avoir fait ces deux facteurs de stress de manière simultanée, ça a engendré une transition forte et donc une modification majeure. Et les animaux n'ont pas réussi à s'adapter. Alors, après, c'est revenu, hein, l'éleveuse a arrêté le traitement vitaminique et la consommation est revenue. Mais ça a bloqué un peu le système, entre guillemets. Les animaux ont été stressés et ils ont eu du mal à s'adapter. Donc, vigilance sur tout ce qui va créer des transitions ou des changements. Et pour conclure, juste 5 points majeurs qu'il faut, je pense, avoir en tête, c'est de dire que l'eau, elle est essentielle au développement des animaux. L'eau, elle doit être contrôlée. L'aliment doit être contrôlé, ok, mais l'eau également, tout aussi importante. Il faut faire des analyses, mais alors là, du coup, je pense que mes collègues et amis de Delanco vont bien détailler les analyses et les qualités d'eau. C'est important d'entendre ces messages. Moi, j'allais juste finir en disant que le relevé quotidien de la consommation est un indicateur majeur. Donc, il faut relever ce niveau de consommation sur un cahier, sur une fiche d'élevage. Et à l'issue de ce séminaire, je suis sûr que vous serez convaincus que l'eau doit rester au cœur de vos préoccupations dans l'élevage. Merci beaucoup pour votre attention et je vais laisser la parole du coup à nos amis et mes collègues. Merci, merci Glenn. Merci Glenn pour cette présentation et cette première partie sur l'importance de l'abreuvement dans l'élevage avicole.
Maintenant, on va enchaîner avec la deuxième partie. Ça va venir, Marouane, juste une minute, hein. Alors, s'il y a des questions, on en profite. Avec grand plaisir, hein, s'il y a des questions, pas de souci. Alors, vous pouvez prendre la main, désactiver le micro ou écrire sur la fenêtre, hein. مرة أخرى نجدد الترحاب بالناس الكل. نشوفوا قاعدين برشا عباد قاعدين يلتحقوا بالويبينار. دونك مرحبا بكم الناس الكل encore une fois dans ce webinaire ACN qualité d'eau. On reprend, Marouane. Merci. D'accord. Donc, marhaba bikoum encore une fois, bienvenue encore une fois. On va enchaîner avec la deuxième partie, qualité de l'eau en élevage avicole. J'ai l'immense plaisir d'introduire notre expert Anis Karoui. Donc, Monsieur Anis, de 2005 à 2006, cabinet privé en ruminant, 2006-2007, directeur technique en usine aliments composés à Sfax. 2005, délégué santé animale en laboratoire vétérinaire en Tunisie. 2009, chef de gamme volaille, laboratoire vétérinaire tunisien. 2010 à 2017, cabinet privé à Sfax sur l'activité volaille. De 2013 à 2017, consultant technique pour l'intégration avicole à Sidi Bouzid Sfax. Et depuis 2017 à ce jour, consultant technique chez la multinationale Elanco Nord-Afrique. J'ai l'énorme plaisir de céder la parole à M. Anis Karoui. Quel malik c'est Anis, Bakhir. Bonjour tout le monde. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation que vous avez dédiée au laboratoire Elanco en ma personne et à la personne de Mehdi Jmal pour participer à ce thème qui est très très intéressant en notre point de vue. Un thème qui intervient directement sur l'intégrité intestinale, cette intégrité intestinale qui a beaucoup d'importance pour les laboratoires Elanco aussi. Ma présentation aujourd'hui, je vais parler de caractéristiques physico-chimiques de l'eau. En fait, je vais parler de l'importance, de la qualité physico-chimique, les paramètres de cette eau. Donc, on a aussi la qualité bactériologique, quels sont les paramètres à viser, et un thème qui est très important à vérifier, à mon point de vue, c'est l'ennemi caché de l'élevage en agriculture, c'est la formation du biofilm. Ce biofilm qui peut en fait cacher des bactéries qui seront très maléfiques et qui vont impacter négativement l'élevage
et les performances, et bien sûr une conclusion à la fin. Donc, comme a été évoqué par notre cher ami Glenn, l'eau a une grande importance en élevage avicole. C'est en fait à peu près 70% du poids d'un œuf à couver, c'est 85% du poids du poussin d'un jour. La partie en eau de l'animal, du poulet, peut atteindre 60% à 60 jours, c'est-à-dire à l'âge adulte. On a à un jour, un poussin va consommer, comme a été évoqué par Glenn, jusqu'à la moitié de son poids en eau. Et les volailles, généralement, boivent en moyenne 1/10 de leur poids vif par jour. Donc, c'est un élément qui est très intéressant ou très important en élevage avicole et qui a de l'importance par rapport à son taux de consommation et la qualité de l'eau va engendrer un impact direct sur les performances. Généralement, nos amis en élevage, nos professionnels d'élevage donnent plus d'intérêt, plus d'importance à l'aliment, c'est-à-dire tout ce qui est couleur, aspect physique, dureté, durabilité, taux de fine, généralement tout ce qui est contre-performance ou problème de diarrhée, ça va être évoqué ou bien lié directement à tout ce qui est qualité d'aliment. Mais en fait, c'est pour cela que j'ai mis l'eau en petit rectangle ou bien un carré de petite taille. C'est en fait que c'est l'inconscient de nos professionnels, ou nos amis éleveurs, c'est de ne pas prêter beaucoup d'attention à cet intrant lorsqu'on a des défaillances ou bien des contre-performances en élevage. Donc, il est aussi important que l'aliment, on peut dire même plus important que l'aliment dans ces problèmes d'antérite ou de baisse de performance. Généralement, au cours de nos visites chez nos amis éleveurs, on pose beaucoup de questions. Parmi les questionnaires, on va poser la question, est-ce que ton eau, à ton avis, est-ce qu'elle est propre? Généralement, on a beaucoup de réponses. Les réponses sont diverses, comme j'ai dit. On peut dire oui, bien sûr, c'est une eau de sonnette. Mais est-ce que l'eau de sonnette, c'est une garantie d'une bonne qualité d'eau? Ça, on va le voir après. Autre chose, oui, je mets du javel dans l'eau. Est-ce que le fait d'utiliser l'eau de javel, c'est une garantie d'une bonne qualité d'eau ou non? Oui, je fais un vidange quotidien et c'est propre. Quelle est la fréquence de ce vidange? Comment on fait ce vidange? Est-ce que le fait de pratiquer cette méthode d'une façon ou d'une autre est une garantie d'une qualité d'eau ou non? Et bien sûr, le mot, comme on dit, le mot magique, qui est, à mon point de vue, c'est-à-dire la cause des problèmes en élevage, c'est toujours mrigl, c'est toujours ça va, ça marche et tout ça. Donc, il y a beaucoup de réponses qu'on reçoit en élevage, mais à chaque fois, il faut checker, vérifier cette présentation des élevages, c'est-à-dire la qualité d'eau, la sonnette, est-ce qu'elle est une garantie d'eau de la qualité ou non? L'utilisation d'eau de javel, comment, à quelle fréquence, à quelle dose, est-ce qu'il est efficace ou non? Le fait de faire des vidanges, est-ce que c'est bon ou non? Et le fait de dire toujours mrigl et ça va et ça marche. La deuxième question, où est ton réservoir d'eau? Est-ce qu'il est bien entretenu ou non?
est-ce qu'il est couvert ou non, est-ce qu'il est propre ou non. Généralement, on reçoit toujours une réponse affirmative, oui bien sûr, mais après on peut voir beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment satisfaisantes. Donc c'est un problème qu'on doit bien le clôturer, bien faire attention à cet intrant en élevage. L'eau est un facteur très important et on doit contrôler régulièrement les critères de l'eau distribuée chez les animaux, et ceci par les caractéristiques physico-chimiques qui doivent être adaptées. On doit avoir une bonne qualité bactériologique aussi. Les circuits d'abreuvement doivent être bien protégés pour éviter les contaminations une autre fois et la souillure de cette eau. Et bien sûr, les traitements de l'eau qui vont être mis en place doivent être efficaces. Pour la qualité physico-chimique, bien sûr, une eau claire, limpide, ne veut pas dire forcément que c'est une eau propre avec des propriétés physico-chimiques adéquates. Il faut toujours passer à l'analyse. Ma chère collègue Shaima va vous donner la cadence ou bien comment faire ces analyses et à quelle cadence et quelle est la méthode adéquate d'utiliser, de faire ces échantillonnages. La qualité physico-chimique, on a plusieurs facteurs. On a le pH, la dureté, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l'ammonium et bien sûr le taux de matière organique dans l'eau. Donc pour le pH, on doit avoir un pH qui est entre 5,5 et 7,5. Pour la dureté, on doit avoir 10 à 15 degrés français. Pour le fer, il doit être inférieur à 0,2 mg par litre. Pour le manganèse, inférieur à 0,05 mg par litre. Les nitrates, les nitrites sont très importants aussi. 50 mg par litre pour les nitrates, 0,1 mg pour les nitrites et l'ammonium 0,5 mg. Et la matière organique, on doit avoir une valeur inférieure à 2 mg d'oxygène par litre, c'est-à-dire c'est le taux d'oxygène ou bien la quantité d'oxygène nécessaire pour condenser ou bien pour brûler cette matière organique. Donc, à chaque fois où on a un taux qui est inférieur à 2, on aura une eau qui est moins chargée en matière organique. Mon cher confrère Mehdi va vous énumérer ou bien étaler les causes que va engendrer des variations à droite et à gauche de ces valeurs. C'est les valeurs limites, mais lorsqu'on a, par exemple, pour le pH, un pH qui est élevé ou bas, on aura des répercussions négatives en élevage. Le pH doit être mesuré par un pH mètre. C'est une méthode facile à utiliser. On a les bandelettes ou bien les papiers pH, ou bien on a un outil référencé qui est le pH mètre, qui est un matériel peut-être plus cher mais plus précis. Pour le pH, si on a des valeurs, par exemple, si le pH baisse à un taux inférieur à 5, on peut avoir des risques de sous-consommation, c'est-à-dire l'animal va diminuer la consommation d'aliments. On peut avoir aussi des troubles digestifs et urinaires. On aura aussi des diminutions de la solubilité des antibiotiques, et ça c'est très important parce que généralement on utilise des produits qui vont être dissous dans l'eau, mais est-ce que ces produits vont être arrivés à 100% à l'animal? Ça c'est le grand point d'interrogation, parce que par exemple les vitamines ils peuvent être altérées par le pH, les antibiotiques aussi peuvent être altérés par la valeur du pH, et mon cher collègue Mehdi va vous détailler plus ce facteur. Si par exemple le pH il est supérieur à 7,5,
La diminution de la solubilité, on peut avoir cette diminution de la solubilité des antibiotiques. On peut avoir aussi une augmentation de la prolifération des bactéries. Ce pH qui est supérieur à 7,5, qui est un pH alcalin, peut être favorable à cette prolifération des bactéries et on aura par la suite des problèmes digestifs. Généralement, je suis plus à l'aise en élevage avec une valeur qui est entre 5,5 et 6,5. C'est une valeur, à mon avis, qui est plus adaptée à l'élevage avicole. Il vaut mieux ne pas aller jusqu'à cette valeur de 7,5. On aura aussi, si on a un pH élevé supérieur à 7,5, on aura aussi une diminution de l'efficacité de la chloration d'eau. Et cette diminution de la chloration d'eau sera en faveur aussi d'un traitement inadéquat ou bien un traitement inefficace contre ces germes qui peuvent être véhiculés par l'eau. Donc, l'éleveur va utiliser le chlore. Il va te dire, comme on a évoqué au départ, oui, c'est bon, je suis en train d'utiliser le chlore. Mais en fait, si ce chlore est utilisé sur un support alcalin, c'est-à-dire une eau alcaline, on peut dire que cette chloration peut être inefficace. La qualité physico-chimique, on peut parler aussi de dureté. C'est en fait l'indicateur de minéralisation de l'eau, c'est la charge en minéraux. Elle dépend essentiellement de deux ions qui sont les ions calcium et magnésium. Son unité, c'est le degré français. 1 degré français est égal à peu près à 4 mg de calcium ou 2,4 mg de magnésium par litre d'eau. La dureté, elle est très importante en élevage aussi. Si la dureté elle est inférieure à 7, c'est une eau généralement très douce. Entre 7 et 15, c'est une eau douce. Lorsque les valeurs dépassent 15, on pourra avoir une eau dure ou très dure. Donc, ces valeurs sont à considérer. Cette variation, si on a des valeurs inférieures à 10 ou 15 ou supérieures à 15, on aura des répercussions négatives en élevage et ceci va être évoqué par Dr Mahdi aussi. Pour la matière organique, on doit avoir des taux qui sont inférieurs à 2 mg, comme on a dit, 2 mg d'oxygène par litre. Si on a des teneurs de matière organique supérieures à 5 mg, c'est qu'il y a une souillure ou bien une contamination qui doit être dans un lieu dans le circuit d'eau. C'est-à-dire, il faut vérifier si on a une contamination de la qualité d'eau tout au long de l'acheminement ou la tuyauterie en élevage. Et d'ailleurs, pour ce cas, j'ai eu un exemple que je l'ai vu il y a 7 ou 8 ans. En élevage pondeuse, on a eu une souillure de la conduite d'eau entre la source, c'est-à-dire un fourrage qui présentait une qualité très intéressante avec des valeurs normaux organoleptiques, c'est-à-dire et physico-chimiques. Donc, mais en entrée en élevage, on a eu des eaux qui étaient vraiment très très souillées avec de la matière organique et une qualité bactériologique détériorée. Et en fait, on a remarqué que entre l'entrée aussi dans les bâtiments, la qualité d'eau lorsqu'elle entre dans le bâtiment et lorsqu'elle est en fin de course, c'est-à-dire en fin d'élevage, en fin de ligne des pipettes, on peut avoir une détérioration, encore une fois, de la qualité d'eau. Donc, on est parti d'une eau qui était très bonne
et on est arrivé à la fin à une eau très très mauvaise et de qualité médiocre. Donc c'est un indicateur de pollution qu'il faut vérifier et le risque de présence, comme on a évoqué, de présence bactérienne est très important. La qualité bactériologique, ceci est noté ou bien évalué par le dénombrement de flore totale qu'on voit ici à des différentes températures. Et là, c'est très important d'avoir une idée sur ça. La température, chaque fois où elle change, on peut voir un changement aussi de nombre de bactéries. On a les coliformes totaux qui doivent être 0, Escherichia coli, les entérocoques intestinaux et les bactéries sulfito-réducteurs qui seront évoquées par mon confrère. La qualité bactériologique, il est très important à noter aussi que cette qualité va dépendre de la température en élevage, comme on a évoqué avant, et aussi du matériel ou bien du dispositif de distribution de l'eau qu'on a en élevage. On a vu que le fait d'utiliser des pipettes et des abreuvoirs normaux vont impacter la qualité bactériologique de l'eau. C'est-à-dire, si on a des pipettes à l'entrée, on a 640 coliformes totaux, on n'aura que 3300 coliformes. Mais en fait, chez les abreuvoirs syphoïdes ou les abreuvoirs linéaires qu'on peut avoir en élevage, à l'entrée, c'est-à-dire à la réception, à l'entrée de la ligne d'abreuvement, si on a 1600 bactéries, on peut avoir jusqu'à 1,7 milliard de bactéries. C'est-à-dire le système d'abreuvement, il est très important pour maintenir la qualité d'eau. Et là, c'est à vous de choisir votre système d'utilisation ou bien de distribution d'eau. Donc, quand vous voyez aussi les coliformes, c'est la même logique. Lorsqu'on trouve des systèmes d'abreuvement avec pipettes, on commence à 130, on finit à 230, en fin de la lignée d'abreuvement. Mais pour les systèmes d'abreuvoir, malheureusement, on doit avoir une qualité qui va être détériorée en fin de ligne d'abreuvement. Pour Escherichia coli, la même chose. Pour les streptocoques, donc pour tous les germes qui peuvent être très dangereux en élevage et qui vont provoquer des maladies, des diarrhées, une détérioration de l'intégrité intestinale, pour les pipettes, on saura généralement la distribution avec pipette va protéger plus ou moins la qualité d'eau et la conserver. Donc le choix de matériel est déterminant dans ce cas. Donc on a bien vu la qualité physico-chimique de l'eau. On a aussi vu la qualité bactériologique et les normes bactériologiques de l'eau. Ces deux facteurs, en fait, sont déterminants ou bien ces deux facteurs, lorsqu'ils vont virer vers un pH, par exemple, alcalin, lorsqu'on va avoir des bactéries qui sont en dénombrement élevé en eau, on pourra facilement avoir un biofilm dans notre canalisation. Ce biofilm est un dispositif ou bien c'est un arrangement des bactéries. Ce sont des bactéries qui vont se mettre côte à côte, vont s'organiser pour envahir les élevages. Et en fait, c'est un problème pour les élevages avicoles, mais aussi c'est un problème qui va toucher tous les domaines tels que les domaines médicaux, vétérinaires, écologie, l'hygiène agroalimentaire, tout ce qui est tuyauterie ou bien conduite d'eau, c'est un problème qui est toujours permanent et éminent. Donc, l'organisation de ces bactéries en biofilm dans les tuyauteries vont faire aggraver la situation et cette situation, on pourra l'avoir après
parce que c'est cette organisation qui va permettre à ces bactéries d'être protégées et qui va induire des problèmes aussi en élevage. Si on fait une coupe des tubes dans l'élevage avicole, on peut voir facilement le biofilm. C'est une matière grasse. C'est en fait une matière qui peut être formée de plusieurs formes. On peut avoir des traces de minéraux, de fer. On peut avoir une origine bactérienne, ce sont des bactéries, on a des champignons, et ce qui est très très grave aussi, c'est qu'on peut avoir même des résidus de médicaments. Donc, ces résidus de médicaments seront côte à côte avec ces bactéries, avec du tartre, avec du fer, avec des champignons. Cette formation va s'organiser pour nuire à l'élevage. Comment ça va être formé? On a 5 étapes. On a la première étape de la formation du biofilm qui est une étape d'attachement initial. La deuxième étape, c'est l'attachement irréversible. La troisième étape, maturation 1, maturation 2, c'est l'érosion et la dispersion. Pour la première étape, en fait, on parle de micro-organismes qui vont arriver à la surface des tuyauteries. Ils vont avoir une certaine distance, comme on voit, de 2 à 50 nanomètres, et ces bactéries vont s'attacher à la tuyauterie par des liaisons faibles. Ce sont des liaisons de force non covalentes, telles que les interactions de Van der Waals, acide-base ou électrostatique. Donc, ce sont des liaisons qui sont vraiment faibles et tout l'intérêt est de rester dans cette phase. La deuxième étape, c'est une étape où on va voir une formation de molécules protéiques. Ce sont des molécules qui sont appelées ligands. Ces ligands vont attacher les structures, faire des piliers et permettre de fixer et d'augmenter la capacité d'ancrage de ces micro-organismes. Donc, à cette étape, on commence à parler d'un ancrage. C'est que ces bactéries vont s'attacher avec des liaisons plus fortes sur la tuyauterie. La troisième étape, c'est l'apparition du biofilm. En fait, c'est la maturation 1. On commence à avoir un biofilm. Ces micro-organismes déjà liés par les protéines qu'on a évoquées, les ligands, vont se diviser et commencent à préparer ou à former des microcolonies. À partir d'une certaine concentration, ils vont faire une multiplication, faire une microcolonie qui commence à faire la sécrétion du biofilm proprement dit. Donc, à partir de la troisième phase, on commence à parler de proprement dit. La maturation 2, c'est une multiplication des micro-organismes qui vont se former qui vont former des macrocolonies et sécréter une matrice extracellulaire. Cette matrice va protéger cette macrocolonie. Le biofilm donc va grandir, mûrir, s'épaissir et devient la macroscopique visible à l'œil nu. D'ailleurs, il y a des dispositifs qui peuvent contrôler ce système et voir cette apparition de biofilm. La cinquième étape, c'est l'érosion et la dispersion de ce biofilm, c'est-à-dire que ces macrocolonies vont se séparer, se diviser. Cette macrocolonie va s'éclater et faire libérer d'autres bactéries qui vont eux aussi se préparer, s'organiser pour envahir d'autres parties de la tuyauterie. Donc, en fait, c'est un cycle vicieux
Dès la première apparition de ce biofilm, on aura petit à petit la propagation de ce biofilm tout au long de la tuyauterie dans les élevages. Cette propagation est vraiment très dangereuse parce que ces bactéries, en fait, ce sont des bactéries qui sont très résistantes. Comme on a vu dans la coupe du biofilm, ce sont des bactéries qui seront en contact avec tout ce qui est antibiotique. On aura même des résidus d'antibiotiques côte à côte avec ces bactéries. Donc, ces bactéries vont, s'ils sont en train de vivre dans ces c'est que ce sont des bactéries résistantes et vont toucher la santé animale par la suite. Un autre facteur, c'est le fait d'avoir ces bactéries côte à côte et à proximité vont permettre de s'interchanger leur matériel génétique et véhiculer cette résistance bactérienne. C'est-à-dire il y a des bactéries qui sont résistantes à la tétracycline, d'autres à l'amoxicilline, d'autres à l'enrofloxacine, d'autres. Donc, ils vont chacun s'interchanger de manière génétique pour être de plus en plus résistants aux antibiotiques. Un autre facteur aussi qui est très gênant pour la formation du biofilm, c'est le fait que ce contact permanent avec le chlore peut favoriser des mécanismes de chlororésistance et ce mécanisme, on en parle de plus en plus parce que, en fait, ces biofilms qui sont toujours en contact avec une eau chlorée vont développer, comme le cas des antibiotiques, une certaine résistance à la chloration. Donc, en fait, la chloration ne saurait en aucun cas détruire les biofilms, bien sûr, parce que ces biofilms vont s'organiser mécaniquement pour se protéger de cette chloration et même ces bactéries seront résistantes à la chloration. Et d'ailleurs, on a des photos en fait que j'ai eues depuis d'un élevage que je faisais le suivi. On a eu toujours des problèmes de mortalité à l'âge de 12 à 15 jours et c'est une mortalité qui coïncidait avec l'utilisation des nipples, l'utilisation des canaux. Au départ, bien sûr, on utilise des abreuvoirs de 3 à 5 litres et lorsqu'on va changer le matériel, utiliser les canalisations en nipples, c'est une pratique qui a été utilisée pendant longtemps. Maintenant, je sais très bien qu'ils utilisent directement les nipples. Donc, à chaque fois où ils utilisent ces nipples, ils ont des problèmes de mortalité dans leurs élevages et on a eu l'intention de vérifier ce phénomène de biofilm. Et heureusement qu'on l'a fait. D'ailleurs, ces trois photos proviennent du même élevage. Ces 3 rinçages successifs après utilisation d'un produit oxydant qui a détérioré ce biofilm de l'intérieur. Ça sera évoqué par le Dr Shaiman. Et pour finir, je dirais que la qualité d'eau en élevage est un facteur de confort pour l'animal. Il faut faire toujours attention à la qualité physico-chimique, mais aussi bactériologique et organoleptique, comme a été évoqué par Glenn. Quelle que soit son origine, l'eau peut se charger en différents éléments indésirables, voire toxiques. Donc, pour ceux qui parlent d'eau de Sonnette, c'est vrai que ça peut être une garantie, mais il faut faire attention après à l'utilisation de cette eau, quels sont les réservoirs dans lesquels on va mettre, la qualité ou bien l'état bactériologique de l'eau dans la canalisation, c'est très important. Donc, le fait d'utiliser l'eau de Sonnette, ce n'est pas toujours une garantie. Lutter contre la formation de films en élevage avicole, ce film
détient des bactéries qui sont très résistantes et qui sont aussi pathogènes, l'amélioration de la qualité bactériologique, chimique et de l'eau vont améliorer vos résultats technico-économiques, d'où l'intérêt de l'élevage. En fait, les performances sont primordiales pour rentabiliser nos élevages. Et merci. Merci Anis, merci beaucoup. Si je me permets de vous dire que votre présentation, Mrigle, merci pour la richesse de ces informations, merci pour ce partage. Et là, on arrive à la troisième partie, l'importance des composants de l'eau hors norme, qui sera présentée par Dr Mahdi Jmal, que j'ai l'énorme plaisir de l'introduire. Dr Mahdi, docteur en médecine vétérinaire diplômé de l'École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Febit, doté d'une expérience de 7 ans au sein de la société Shaheya en tant que responsable des élevages reproducteurs chair, pente et dinde, vétérinaire sanitaire des élevages reproducteurs et des couvoirs, vétérinaire sanitaire des élevages reproducteurs couvoirs pour les et dindes chair. Depuis 2014, Dr Mahdi a rejoint la multinationale Elanco en tant qu'Animal Health Representative en Tunisie. Aujourd'hui, il est en qualité de Key Account Manager en Tunisie. مرحبا بك سي مهدي الكلمة لك. Merci beaucoup Marouane pour cette introduction. Tout d'abord, je tiens à remercier la société ACN Groupe Rose Blanche pour cette rencontre et je remercie toute l'audience d'avoir assisté aujourd'hui. J'espère que toute notre famille tunisienne d'aviculture est en bonne santé dans cette situation un peu difficile de Covid, de Corona, ainsi que nos amis et collègues en France. Donc aujourd'hui, je vais parler essentiellement donc, des composants hors normes au niveau de l'eau de boisson. Je commence par le pH de l'eau, puis après je vais aborder la conductivité de l'eau, pour parler après des composants minéraux de l'eau, à savoir le calcium et le magnésium. C'est très important, donc le calcium et le magnésium qui composent la dureté de l'eau. Ensuite, je vais parler des métaux lourds, essentiellement le fer et le manganèse. Puis après, composants, le nitrate, nitrite et l'ammonium, les sels de l'eau, le sodium, le chlorure et le sulfate, pour terminer par des exemples pratiques du terrain tunisien et enfin la conclusion. Le pH. On préfère toujours des pH entre 5,5 et 6,5, mais ce n'est pas toujours le cas. Tunis, on sait bien que le pH même de l'eau de Sonnette, il est de 8, 8,5. J'ai observé avec mon collègue Anis, dans des régions de la Tunisie, essentiellement à Sidi Bouzid, des pH même de 9 et 9,5 de l'eau de boisson. C'est très important aujourd'hui parce que des pH, une eau basique avec des pH supérieurs à 8, on peut observer facilement des troubles digestifs et urinaires, une diminution de la solubilité de certains antibiotiques et essentiellement, je cite, la famille des tétracyclines. Tout ce qui est oxytétracycline, chlortétracycline, doxycycline, une inhibition des vaccins vivants en solution. On peut facilement rater des vaccins par eau de boisson, une augmentation de la prolifération des bactéries gram-négatifs. Et quand on dit gram-négatif, c'est essentiellement tout ce qui est E. coli et salmonelle. Et là, on observe toujours on dit des centres à problème ou des sites à problème où il y a beaucoup de complications colibacillaires, des complications des salmonelles positives et on s'aperçoit dans plusieurs cas que l'origine, c'est l'eau de boisson.
Et donc des pH avec de l'eau de boisson avec des pH élevés, ça favorise la pullulation de ces bactéries gram-négatifs qui sont de plus en plus importants à contrôler. Et on parle essentiellement des salmonelles aujourd'hui. Abaissement de l'efficacité de la chloration. Si on fait la chloration de l'eau, une chloration de l'eau basique, une chloration d'une eau avec des pH supérieurs à 8, vraiment un point d'interrogation sur l'efficacité de cette chloration. Narmi javel. Et après, نستعمل جافيل في الماء. لازمني نعرف la composition تاع الماء اللي قاعد نرمي في الجافيل فيه parce que javel il n'est pas stable. Javel facilement l'efficacité نتاعو تطيح. La deuxième partie, ce sont des eaux اللي هما acides. Le pH نتاعهم elle est inférieur à 5. Franchement, في تونس, ce sont des cas sporadiques. On est habitué à des pH اللي هما basiques, واللي هما يعملوا برشا مشاكل, beaucoup de problèmes. Mais parfois, on tombe sur des accidents, ce sont des accidents de manipulation ou la méconnaissance des produits. Parfois, il y a des éleveurs qui font des associations pour acidifier l'eau. Quand je fais l'acidification de l'eau, ils font association entre différents produits pour avoir un pH qui est faible ou tant que tu pH, tant que là, tu auras une eau de meilleure qualité, il tire تحت 5, hop, نلقاو روحنا في مشاكل نتاع fragilisation des squelettes ويجي ويعمل des réclamations يقول لك الدجاج بارك وعندي des fragilisations au niveau des squelettes, diminution de la solubilité de certains antibiotiques. Essentiellement, là, on parle des sulfamides et on parle aussi de certains anti-inflammatoires. Essentiellement en apiculture, on utilise l'aspirine, des eaux acides. راهو l'aspirine عبارة ما tu ما رميتوش في الماء وما يعطيك حتى effet. Bien évidemment, la corrosion. Avec des pH faibles, on aura l'effet inférieur à 5, on aura un effet corrosif à les canalisations de l'eau de boisson. Je passe à la conductivité. La conductivité elle devient de plus en plus importante. La conductivité permet d'apprécier le degré de minéralisation de l'eau dans la mesure où la plupart des matières dissoutes dans l'eau se trouvent sous forme d'ions chargés électriquement. Elle s'exprime en microsiemens par centimètre, ou parfois en millisiemens par centimètre. Il faut faire attention à l'analyse, l'interprétation des analyses. Parfois, ou bien microsiemens ou millisiemens. Faites attention. علاش اليوم نحكيو على الكوندكتيفيتي. Pourquoi? Parce que de plus en plus, dans les sites, les grands sites d'élevage et les grands complexes d'élevage, il y a installation des machines d'osmose, les osmoseurs, les fameux osmoseurs. C'est un investissement lourd, mais le plus important de l'investissement, c'est après l'investissement, c'est le suivi de ces machines. Ou parfois, on a une défaillance sur le suivi parce que ces machines-là, il faut vraiment faire le suivi rigoureux pour changer tout ce qui est les membranes, l'antiscalant, pour changer, pour voir les lampes UV, tout ça, ça interfère. Donc, un dérèglement au niveau de ces appareils-là, facilement, on aura une conductivité trop basse, inférieure à 0,05. On a une eau déminéralisée. Elle peut facilement créer des problèmes de diarrhée et une corrosion des canalisations aussi. À l'encontre, وقت اللي تبدا فهمتني ولا فما passage كبير نتاع les ions chargés électriquement, نلقاو donc une eau اللي هي فهمت تولي saline مالحه فهمت ويولي عندنا un refus d'abreuvement.
La troisième partie, je vais parler des minéraux et la composition minérale de l'eau. Mais enfin, deux composants les plus importants, parce que l'eau, la composition de l'eau, on trouve plusieurs produits, composants minéraux. Mais les plus importants sont le calcium et le magnésium. ركزوا أكثر على الكالسيوم et le magnésium parce que c'est là, ils composent donc la dureté de l'eau. اللي حكى عليها زميلي أنيس في la partie précédente. Et là, pour des duretés de l'eau qui sont supérieures à 200, 20 degrés, on aura facilement un abaissement de l'absorption des oligo-éléments, une diminution de la solubilité de certains antibiotiques et vitamines aussi, un dépôt de tartre. Des dépôts de tartre au niveau des canalisations. Ou qui un dépôt de tartre, un bouchage au niveau des canalisations. Ou qui un bouchage au niveau des canalisations, c'est très important. Une diminution importante du flux plutôt de l'eau ou du débit de l'eau au niveau des canalisations. Une diminution de la consommation d'eau. Et on sait très bien qu'une diminution de la consommation d'eau entraîne une diminution de la consommation d'aliments, qui entraîne à son tour une diminution au niveau des performances, bien sûr. Donc, c'est très important de contrôler le taux de la dureté de l'eau. La baisse du pouvoir désinfectant de nombreuses spécialités. Une eau dure, elle baisse le pouvoir désinfectant. Même في l'étape de le vide sanitaire ou l'utilisation des produits désinfectants, c'est important, c'est très important, c'est primordial de savoir la composition de l'eau parce que ça peut affecter la qualité, le pouvoir et l'activité de plusieurs désinfectants, produits désinfectants. La difficulté à atteindre des concentrations efficaces du chlore actif. مسكين الجفال هذا فهمت الناس كل طلع ترمي في الجفال mais il est efficace mais il faut savoir parce que باش نشوفوا من بعد حتى après dans les slides les prochains slides il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influer l'activité de ce chlore. Donc منهم شفنا le pH. Maintenant la dureté, elle peut affecter le pouvoir actif du chlore ajouté dans l'eau de boisson. Des teneurs inférieures donc à 60, on peut avoir une carence en oligo-éléments, une influence sur la qualité de la coquille des œufs, sur les élevages de reproducteurs et de poules pondeuses, une diminution de la solubilité des sulfamides, les antibiotiques famille des sulfamides, avec une dureté qui est faible, des problèmes de corrosion et solubilisation des métaux lourds. Ça nous amène à parler des métaux lourds. Et donc, je vais détailler essentiellement le fer et le manganèse, les plus importantes. Et pourquoi? Ce sont les deux molécules les plus importantes ou les métaux les plus importants. Parce que une dégradation, la présence de teneurs supérieures en fer et manganèse, elle dégrade l'aspect de l'eau, c'est-à-dire la coloration de l'eau. C'est important. انك تعرف وقبل الفاكسان تشوف la coloration de l'eau وتاخذ عينه وتشوف وتي كونترول مش تعمل فاكسيناسيون هكاك غدوه عندي فاكسان نمشي على الصباح نهز الفاكسان ونمشي نعمل الفاكسان بتاعي لا il faut se préparer à laver. عندي un changement au niveau de l'aspect physique de l'eau, je vais déférer la vaccination. Aussi, le goût. Le fer et le manganèse, il agit sur le goût. Donc, l'eau elle devient inappétante. Une diminution de la consommation d'eau. Une diminution de la consommation d'eau, ما عادش يعلف. تقول شبيه ما يعلفش هذا من العلفة. العلفة il n'est pas مش قاعد يعلف. Il ne prend pas l'aliment قاعد mais parce que parfois il y a des taux élevés de métaux lourds au niveau de l'eau.